C'est parti pour le débrief de la tech. On va beaucoup parler de télécom aujourd'hui avec mes débatteurs Alain Staron, le cofondateur et président d'Artifil et son œil disruptif. Bonjour Alain. Bonjour Et Philippe Legrand, le président d'Infranum. Oh là là, ça va être super parce que comme il y a plein de sujets télécom, vous allez nous révéler beaucoup de choses, j'imagine. On va commencer avec la filière télécom fragilisée, affaiblie. Point d'interrogation. En tout cas, on a une 12e étude qui a été initiée par la Fédération française des télécoms sur l'économie du secteur en France. Est-ce que vous trouvez la situation préoccupante ? Je donnerai les détails de ce rapport, mais déjà, je voulais avoir votre impression générale. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, il y a matière à s'inquiéter pour cette filière télécom ? Je vais commencer par Alain quand même. Oui, absolument. Ah. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit la bonne approche pour de celle dont on va parler. D'accord, c'est-à-dire ce qu'il réclame, c'est ça ? En gros, il y a un vrai sujet autour de l'avenir de la filière télécom percée, enfin circonscrite à la partie télécom pure et dure, eu égard à l'écosystème, ce qui se passe par ailleurs. La réponse est-elle de faire de la réglementation pour modifier les grands équilibres économiques ? Je ne suis pas tout à fait sûr. D'accord. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous trouvez la situation préoccupante ? Préoccupante, oui, et surtout, et pour répondre à Alain, déséquilibrée. Déséquilibrée, anormalement déséquilibrée, même paradoxale, puisque la France est le pays dans lequel les opérateurs télécoms et les opérateurs d'infrastructures investissent le plus, et pour autant, celle qui pénalise le plus l'investissement, c'est complètement paradoxal, on se gargarise, nous sommes fiers de cette situation, et pour autant, on pénalise et on empêche nos opérateurs d'investir davantage. Alors on parle quand même d'un secteur où pour l'instant on fait des marges, on n'est pas sur des opérateurs déficitaires. Mais ok, la situation alors telle qu'elle nous est présentée dans ce rapport, c'est qu'effectivement on est les champions de la connectivité avec des investissements records, des prix ultra compétitif par rapport à tous nos voisins. Sur les prix, on nous rappelle qu'ils n'ont pas baissé depuis 10 ans et qu'on a les tarifs les moins chers en parité de pouvoir d'achat aujourd'hui. Sur les investissements, on parle de près de 15 milliards d'euros en 2021. C'est 2 fois plus que ceux réalisés, par exemple, dans d'autres infrastructures comme le transport ou l'énergie et la voie ferrée. Donc, très bien, on va dire c'est plutôt des bonnes nouvelles. On a des opérateurs qui investissent, on a des prix qui sont bas en France, on a l'emploi aussi, 400 000 emplois dans les télécoms, mais badaboum, il y a une fiscalité qui est très forte. Alors j'allais dire, ça c'est pas tellement une surprise en France. La France est un pays merveilleux qui a parfois des allures d'économie administrée en effet. Cette fiscalité est très lourde, c'est 1,5 milliard d'euros chaque année, c'est 3,1% du chiffre d'affaires des opérateurs, c'est colossal. On ne peut pas continuer à espérer avoir des champions internationaux des télécoms si on les pénalise sur le marché français, qui aujourd'hui est un marché en perte de vitesse pour les opérateurs qui ont intérêt à investir à l'étranger. Demain, la question c'est souhaitons-nous, avec la consolidation du marché des télécoms, souhaitons-nous acheter nos abonnements chez Telefonica ou Vodafone, ou souhaitons-nous que nos opérateurs français puissent continuer leur développement international et solidifier leur base. En plus de cela, la filière, rappelez-vous, le 6 octobre dernier, nous avons tiré un signal d'alarme sur la filière derrière, parce que pour que l'économie ruisselle, il faut qu'en haut, tout le monde se porte bien. Ouais. Et je peux vous dire qu'en bas, nous avions beaucoup de difficultés à bien vivre, à être bien payés par les opérateurs qui eux-mêmes avaient des difficultés à adosser leur économie à certaines certitudes. Là, aujourd'hui, la situation est effectivement préoccupante et il faut aider le secteur. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec la demande d'allègement de la fiscalité, Alain ? Non, c'est pas... Ça m'étonne. Pour être un peu plus précis sur comment je vois les choses. Effectivement, en France, on a des champions parmi les grands pays. Et ça, c'est une vraie nuance importante. On n'est pas les meilleurs des télécoms dans tous les pays du monde. La Corée ou les pays plus petits sont beaucoup plus forts que nous. Pourquoi ? Parce qu'on a un grand pays avec des zones disparates en termes de population et donc des contraintes pour les télécoms extraordinaires. Aujourd'hui, c'est une obligation faite des opérateurs télécoms, on parle des zones blanches, etc., d'investir là-dedans. Donc, la contrainte de la France en tant que grand pays impose des dépenses supplémentaires. Et là, oui, absolument, c'est le bien commun, c'est la fiscalité qui peut faire quelque chose. Bien. Et cette fiscalité, elle est spécifique pour les opérateurs, puisqu'ils participent à la fois au déploiement des territoires, aux croissances des territoires, mais aussi à la culture. Alors, justement, donc, qu'on aide les opérateurs télécoms à aller équiper des zones blanches, oui, ça fait partie du bien commun. C'est, en tant que nation, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on est solidaire, donc il faut bien aider tout le monde. Bien. Okay. Ensuite, c'est de l'arbre qui cache la forêt.
Aujourd'hui, les télécoms souffrent du fait que dans un écosystème plus grand, elles deviennent une commodité, et c'est jamais très agréable d'entendre se dire qu'on est une commodité, dans l'univers du numérique, utilisé par, malheureusement, les Américains. Orange, on a vu ça très récemment, est en train ça, c'est leur métier depuis le début, j'ai envie de dire. Hein. On est en train Orange est en train de se désengager. Oui, Orange est en train de se désengager de ses activités de studio, etc. Donc de désengager de tout ce qui fait de la marge dans l'univers complet, dans l'écosystème complet. Leur métier, c'est effectivement faire des infrastructures. Si le monde bouge et que l'infrastructure devient une commodité pour le reste, la question devient comment je fais pour récupérer un peu du gâteau qui est au-dessus. Et c'est là que je suis un peu inquiet, parce que si dire je récupère du gâteau, c'est dire je demande à un tel de payer sur sa part de consommation du réseau. Un tel, en l'occurrence, il demande à ce que les GAFA participent davantage à l'investissement sur l'infrastructure. Oui, et autant on a un sujet autour des GAFA qui font du profit, qui n'est pas taxé là où il faut, autant on a un vrai sujet de rééquilibrage au niveau macroéconomique, autant sur le plan de l'organisation du business, je ne suis pas sûr qu'il faille déshabiller ceux qui gagnent pour habiller ceux qui n'y arrivent pas. Ouais. En tout cas, oui, c'est ça. Il faut aussi développer ses propres sources de revenus. C'est ça que on a compris, exactement. Ouais. On a compris qu'on était une infrastructure, qu'on devenait d'une commodité. Et bien, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Et il ne faut pas demander à l'État. Il y a quand même un chiffre intéressant. En 6 ans, en France, la croissance annuelle des revenus des acteurs de l'Internet est 9 fois plus importante que celle des opérateurs. Bon, vous allez me dire, bah oui, ils ne font pas le même métier. Dans ces conditions, ça va être compliqué de demander un peu plus d'efforts aux opérateurs, parce que vous avez effectivement rappelé votre cri d'alerte. Vous dites, attention, les sous-traitants, il faut davantage les rémunérer. Orange a dit le premier, très bien. Je vais faire un effort, je vais davantage payer les sous-traitants, mais enfin, ça va avoir du mal à ruisseler, là, justement, auprès des autres opérateurs, non? Alors, effectivement, Orange a dégainé le premier, et franchement, c'est un acte de grande responsabilité compte tenu de la situation actuelle. On remercie encore une fois Christelle Hedman qui s'est emparée elle-même du sujet. Les autres opérateurs, Bouygues Télécom a annoncé également prendre cette initiative de revalorisation de la filière, c'est parfait. Toutefois, il faut aussi penser global. Là, je vous rejoins sur le fait d'avoir un raisonnement global. N'oublions pas que cette fiscalité, ce 1,5 milliard, il n'est pas réinjecté pour la péréquation, pour les territoires. Ce 1,5 milliard, il part, comme vous l'avez rappelé, dans la culture, il est redistribué aux collectivités pour une partie, et les collectivités les plus importantes. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi l'IFER, cette taxe qui pèse 300 à 400 millions d'euros et qui ne cesse d'augmenter, n'est redistribuée qu'aux grandes collectivités, alors que les petites ne touchent rien. Ouais. C'est tout le paradoxe. Alors d'ailleurs, je crois qu'à l'ARCEP, ils ont effectivement entendu ce point. Oui, je l'espère, et pas qu'à l'ARCEP, au Parlement également. Je pense qu'en 2023, on va pouvoir remettre les choses sur la table, mais pour aller sur le fond stratégique du sujet que vous abordez, sur le partage de la valeur, donc la France consent des investissements privés, publics aussi, l'État, les collectivités sont extrêmement partie prenante pour générer davantage de bénéfices à des gens qui ne payent pas pour l'utilisation du réseau. À un moment donné, je ne sais pas quelle doit être la bonne formule pour que ces acteurs contribuent, mais on ne peut pas faire ça. Valoriser les grandes firmes américaines uniquement. Il faut aussi, alors peut-être faire émerger bien sûr nos champions français qui bénéficient de cette infrastructure française, mais quand même rétablir un semblant de justice et d'équilibre entre les opérateurs et les utilisateurs. Et puis, sinon aussi, ce qui se passe, c'est les prix qui vont augmenter aussi pour les abonnés, pour les utilisateurs. On le voit déjà du côté d'Orange. C'est la dernière chose qu'on veut. Ouais. Donc, un exemple. Rapide alors. Les CDN, les Content Delivery Network, ce qui fait que les vidéos arrivent jusqu'au particulier. Les vidéos, vous savez tous maintenant que c'est plus de la moitié, voire 3/4 de la consommation Internet. Donc ça bouffe de la ressource, du réseau. Comment peut-on faire pour être plus astucieux? Eh bien, on peut délocaliser des serveurs, des calculateurs au cœur des réseaux. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que la bande passante utilisée est beaucoup plus faible. Qui déploie ces serveurs au cœur des réseaux de nos télécoms, des opérateurs télécoms? Netflix. Donc on a un vrai sujet de disruption en cours. Et donc plutôt de dire j'impose les autres, je ferais mieux, moi, je préférerais qu'on se concentre sur comment je mets en place une architecture nouvelle. C'est vraiment une architecture, je ne sais pas encore comment la qualifier, mais de réseau souple qui vient s'adapter à la demande en mettant de l'informatique et pas que des tuyaux. Mais on le fait en France. Oui, vous êtes en train de... Mais pourquoi 280 data centers en France, de proximité, plus 20% en 2022. C'est énorme. La France, dans les infrastructures numériques, on se gargarise, mais c'est vrai, la France est la championne des infrastructures numériques, aussi sur les data centers, et on s'est emparé du sujet en lançant une mission spécifique, parce qu'effectivement, ça va contribuer aussi à l'économie globale. Bon, c'est bien, donc on prend la mesure. Netflix. Je voulais aussi faire une petite annonce, puisque là, en ce moment même, on est en train d'inaugurer le
2 pylône. Donc dans ce New Deal mobile, on voit bien que les déploiements continuent à avancer dans les zones blanches. Et c'est un 2 pylône qui est inauguré avec le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, qui aura fait le déplacement en Seine-Maritime. On passe à l'autre actualité, c'est cette mauvaise passe, non plus pour les télécoms, mais pour le secteur des cryptos, avec la faillite de cette grosse bourse d'échange de crypto-monnaies FTX, l'arrestation de son fondateur, alias SBF, et puis aussi la colère en France de l'ADAN, qui représente les acteurs de ce monde crypto et des actifs numériques, qui dénonce une accumulation de coûts portés au secteur. Vous regardez ça comment, ce sorte de mini-crack là dans les cryptos? Je regarde ça comme une sorte de jungle. C'est un marché non régulé, il n'y a pas d'autorité financière qui gère le marché de la crypto. L'erreur d'un dirigeant, SBF, pour son acronyme, est colossale. Enfin, les erreurs, parce qu'il a un peu joué avec l'argent qui n'était pas le sien, c'est très très lourd de conséquences. La difficulté des cryptos, c'est quand elles ne sont pas adossées à une économie physique. Par exemple, je suis actionnaire d'une société qui s'appelle Mainbot et qui a lancé sa crypto. C'est un grand succès parce que c'est adossé à des services réels. Et je pense que ça sécurise naturellement le marché de la crypto-monnaie qui n'est plus alors que spéculatif. Quand c'est que spéculatif, il faut une autorité des marchés financiers pour réguler. La preuve, SBF, c'est ce qu'il avait fait avec son fonds FTX. Et FTX se posait un peu en grand régulateur et puis ça a été une catastrophe. Bon, alors le problème, c'est que là, justement, en France, l'ADAN dénonce le fait que désormais, tous les opérateurs français vont devoir obtenir une accréditation, enfin, je ne sais plus quel était, un agrément, pardon, exact, auprès de l'AMF, et que là, on est plutôt en train de pénaliser les acteurs qui travaillent de manière légale en France. Mais en revanche, on ne fait pas la chasse à tous ceux qui opèrent en France de manière plus ou moins légale et qui sont des acteurs étrangers. Donc là encore, on voit qu'il y a un problème de régulation. Il faut réguler, mais attention, si on s'auto-pénalise, est-ce la solution ? La difficulté, c'est que c'est une économie planétaire, mondiale. C'est-à-dire que... Et puis alors là, il n'y a aucune uniformisation, même au niveau européen pour l'instant. On ne peut pas ne pas vouloir protéger nos concitoyens. C'est la base. Ouais. Donc la réglementation, elle sert d'abord à ça. Très bien. Donc mettons en place des pare-feux. Il se trouve, mais c'était vrai pour le RGPD, ça commence par pénaliser qui? Les petites et moyennes entreprises européennes, les gros pouvant y arriver ou restant offshore, pouvant continuer à faire des choses. Alors le RGPD est le premier règlement qui marche offshore. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire dans les blockchains, mais probablement un truc dans les cryptos, mais probablement un truc un peu pareil, où les réglementations doivent pouvoir s'appliquer en dehors du territoire. Il y a une notion d'extraterritorialité, sinon on ne va pas y arriver. On va tous devenir, on va acheter des bitcoins chez je ne sais pas qui. Mais il faut aussi mettre les moyens pour faire la chasse à, et visiblement, la DAN dénonce aussi une certaine inaction. Mais c'est exactement ça. Il faut chercher à protéger. Alors bon. Si je demande plus de régulation, c'est assez paradoxal, c'est pas trop mon habitude, mais quand même, on voit les vertus, surtout dans une économie comme celle de la France. Mais en tout cas, qu'elle s'applique à tout le monde aussi. Mais bien sûr, bah oui, voilà, exactement. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour parler de notre dernier sujet, c'est le risque de coupure cet hiver. À partir de janvier 2023, Orange nous dit, attention, il risque d'y avoir des impacts sur nos réseaux, pour l'Internet, la téléphonie fixe aussi, et les mobiles. Alors, ils ont publié toute une page en expliquant, en gros, sur les mobiles, on peut tenir 20 minutes en autonomie, mais après, ça va tomber et vous ne pourrez plus passer de coup de fil, vous connecter à Internet, évidemment utiliser votre Wi-Fi, tout ça. Est-ce que ça va mieux en le disant, cette page que présente Orange, ou est-ce que là, on fait de la surenchère sur cette inquiétude face aux risques? Ça va mieux en le disant et on n'a encore rien vu. La résilience de nos réseaux, mais la résilience de nos réseaux, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Nous avons publié un rapport le 22 juin dernier. C'est extrêmement préoccupant. Là, on parle du délestage. Mais imaginez une tempête Alex sur nos réseaux qui sont à plus de 50% en aérien. Ce sont des réseaux d'importance vitale. Si vous êtes privé de connexion à la maison, vous ne pouvez plus appeler les services d'urgence. Donc il va falloir travailler, mais sur le long terme certainement, pour que la totalité de nos réseaux soit résilient. Là, on parle du délestage énergétique et ça m'interroge sur notre capacité, notre flexibilité, alors qu'on dépense tant d'argent sur l'énergie, à faire mieux que du délestage non géolocalisé ou non ciblé ou du bridage d'énergie chez les particuliers, etc. Je suis assez surpris que la France n'ait pas encore cette capacité-là. Il va falloir en tirer les conséquences sur notre réseau énergétique. Maintenant, Orange annonce un fait. On ne peut pas faire mieux que ça. 20 minutes d'autonomie grâce à des batteries qu'on rajoute. Ou alors, si on veut une résilience optimale sur les réseaux mobiles, il faudrait la payer. Ça serait colossal. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça vaut pour le réseau énergétique, mais ça vaut aussi pour nos réseaux télécoms, parce que demain, attention aux événements climatiques qui pourraient voir se perpétrer à grande échelle les petits risques de délestage qu'on imagine aujourd'hui.
Merci beaucoup. J'ai pas le temps de faire réagir Alain Staron. Je suis Dommage, désolée. L'avenir des réseaux. Alain Staron d'Artifil qui revient de toute façon toutes les semaines. Donc vous reviendrez en 2023 parce que là c'est la dernière séquence du débrief 2022. Merci beaucoup Philippe Legrand d'Infranum. À suivre une petite pause et puis on se retrouve pour notre rendez-vous avec Bernard Ourganlian, un des piliers de Microsoft France.